de l'expert ce matin, c'est David Martinon. Bonjour monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur de France en Afghanistan. Vous êtes toujours ambassadeur de France en Afghanistan, mais en France, puisqu'évidemment vous avez fui le pays, vous avez été évacué, et vous le racontez dans ce livre, Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Témoignage, votre témoignage de ces 15 jours vertigineux, périlleux, dangereux, que vous racontez et qui ont raconté cette chute de Kaboul aux mains des talibans. C'est un livre qui est saisissant, c'est raconté sous la forme d'un journal au jour le jour de ce que vous avez pu vivre pendant ces jours. Vous aviez, vous, anticipé déjà ce qui pouvait se passer et ce qui risquait d'arriver, c'est-à-dire les talibans qui arrivent au pouvoir ? Oui, nous l'avions anticipé à peu près, moi j'avais dit à mes autorités à Paris à peu près 15 mois avant que le scénario le plus probable, c'était quand même celui d'une victoire rapide et complète des talibans après le départ des troupes étrangères. J'ai eu l'occasion de le redire, parce que du coup on a eu une année pour nous préparer, pour organiser la mise en sécurité de nos collaborateurs afghans. Et préparer la fermeture de l'ambassade, parce que j'avais dit que si Kaboul devait chuter aux mains des talibans, alors de toute façon il faudrait fermer l'ambassade pour des raisons de sécurité et des raisons politiques, et que dans ces conditions je ne voulais laisser personne derrière. Ouais, vous avez évacué 2805 personnes. Ça, c'est 2805 personnes, c'est tous ceux qu'on a évacués pendant les 15 jours. Oui, c'est ça, pendant ces 15 jours. Ouais. Mais nous avions déjà évacué tous nos employés afghans, tous les employés afghans de l'ambassade de France, et ça faisait plus de 650 personnes, et ça, on l'a fait déjà 2 mois avant, on l'avait terminé 2 mois avant. C'était ce que vous aviez, vous, anticipé et compris qu'il allait évidemment falloir réagir et mettre à l'abri un certain nombre d'Afghans qui ont travaillé avec vous. C'est un livre formidable parce qu'il rend aussi hommage à toute votre équipe, parce que vous n'étiez pas tout seul. Vous avez pris des risques, tous, des risques incroyables pour justement pouvoir sauver un certain nombre d'Afghans. C'est des scènes terribles quand vous racontez ces Afghans qui se pressent devant les grilles de l'ambassade de France. Que faire dans cette situation ? Oui, j'ai pris effectivement la décision à ce moment-là de demander à l'équipe d'ouvrir le portail blindé de l'ambassade de France. C'était une décision qui était difficile et qui nous mettait dans une situation très compliquée, parce que c'était justement ce qu'on voulait éviter, de rester en arrière, d'avoir un point de fixation à l'arrière, alors que l'équipe partait vers l'ambassade, vers l'aéroport. Mais au fond, ce sont des décisions qui viennent très vite, parce que si vous êtes vrai avec vous-même, si vous êtes sincère avec vous-même, vous ne pouvez pas imaginer de vivre avec l'idée, le souvenir que des hommes, des femmes, des enfants, des bébés seraient morts, écrasés contre le portail fermé de l'ambassade de France. On avait reçu ici Liseron Boudoul qui racontait cette scène qui moi m'a marqué, où on voit cette femme qui s'accroche à la voiture, qui tape à la vitre et qui lui dit « sauvez-moi ». Ce sont des situations humainement insoutenables. Oui, parce que vous vous sentez parfois impuissant, j'imagine. On se sent impuissant. Cette scène-là, on l'a vécue aussi quand on a fait le cortège pour exfiltrer les 200, 300 personnes qui étaient encore à l'ambassade de France et qui ont traversé la foule dans Kaboul. Et les gens, effectivement, tapaient aux portes des bus pour essayer de monter, et les talibans ont fait le coup de feu. Les talibans ont tiré. Alors, ils ont tiré en l'air, parce qu'ils commençaient à être débordés. Et ce sont des scènes qu'on a revécues à nouveau à l'aéroport, puisque effectivement la foule se pressait. À certains moments, il y avait plus de 15 000 personnes devant les portes de l'aéroport. Et nous voulions extraire des gens, mais c'est impossible. Quand vous avez 15 000 personnes devant une porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc les policiers, les soldats, les diplomates y allaient à la main pour extraire les gens à la force des bras. Mais c'était très compliqué. Quel regard vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ces femmes à qui on oblige de porter la burqa, ces petites filles qui aujourd'hui ne peuvent plus aller à l'école? Pour ma part, je ne suis pas surpris. Malheureusement, je ne suis pas surpris. C'était ce que nous avions anticipé. Certains pensaient dans la communauté internationale qu'il pouvait y avoir des talibans modérés. Pour ma part, je n'y ai jamais cru. Pour moi, ça n'existe pas, les talibans modérés. Ce qui arrive est terrible, mais vous savez, l'histoire n'est pas toujours prédictive dans les affaires internationales.
mais en Afghanistan, elle l'est très fortement. Et ce que l'on voit, c'est moralement insupportable, et c'est économiquement absurde, puisque aucun pays ne peut se développer en se coupant de 50% de sa population. Et puis surtout, à un moment où l'Afghanistan est dans une situation humanitaire extrêmement dégradée, ce qui est terrible de la part des talibans, c'est qu'ils envoient l'information au monde entier qu'en fait le plus important, ça reste de maintenir l'oppression des femmes et de la durcir. Et ça, c'est un non-sens absolu, et c'est terrible. Et en effet, ça veut dire que les filles ne vont plus à l'école, ça fait 6 mois maintenant, 7 mois qu'elles n'y vont plus, et que les femmes sont dans cette situation d'oppression absolue où elles n'ont plus le droit de sortir de chez elles sans un mahram, c'est-à-dire un homme de la famille. Et qu'elles sont désormais obligées de se cacher entièrement. Qui sont les talibans, vous qui avez pu discuter avec eux? Parfois on a vu des images assez saisissantes quand ils découvrent les manèges. Vous racontez d'ailleurs à un moment aussi, quand vous êtes allé dans le pays, vous dites, ça me rappelle ma visite en 2005, alors ça c'était il y a longtemps, vous dites nous avions logé dans une guest house et dans le premier centre commercial de Kaboul, un escalator venait d'y être inauguré, les Afghans n'en avaient jamais vu et on avait l'impression d'une scène de Buster Keaton. Bon, c'est anecdotique par rapport au reste du livre, mais c'est quand même, ça parle des Afghans et de cette société qui n'est pas au port de la modernité, en tout cas. Oui, et donc, mais les Afghans que vous avez pu rencontrer, vous, sont des gens éduqués, des gens qui... moi, j'ai eu la chance de vivre sous la République, la République islamique d'Afghanistan, et donc j'ai pu constater entre ma première visite en 2002 jusqu'aux 33 mois que j'ai passé à Kaboul, à quel point la société civile a émergé, à quel point les femmes avaient pris toute leur place dans la société, à quel point la presse, notamment la presse afghane, qui était incroyablement libre, incroyablement courageuse, professionnelle, c'était la plus libre de toute cette grande région centra-asiatique. Et en même temps, c'est vrai qu'une large partie de la population vivait dans des zones rurales et très très éloignée de toute forme de modernité. Et la scène que vous décrivez, on l'a vu répéter à l'envi avec l'arrivée des talibans. Stéphane nous dit les chefs talibans envoient leurs filles à l'étranger pour pouvoir aller à l'école. C'est aussi ce paradoxe-là, cette hypocrisie totale de certains d'entre eux. C'est la réalité ou pas? Si c'est écrit, c'est probablement vrai, et de toute façon, c'est forcément vrai, puisqu'une partie des talibans, pendant ces 20 années de guerre, était à Doha, et donc forcément, de toute façon, les enfants étaient scolarisés dans des écoles internationales ou au Pakistan, ça c'est incontestable. Et tout ce qui fait, tout ce que vous racontez donc, dans ces 15 jours, c'est aussi l'imprévisibilité des talibans. Quand vous évoquez cette évacuation, 15 bus qui partent pour évacuer un certain nombre d'Afghans, ils sont arrêtés, bloqués par les talibans, et vous craignez une prise d'otage. Vous dites, qu'est-ce qui peut se passer? Tout était possible, parce que ce qu'on a vu le 15 août, c'est que les talibans qui sont arrivés, c'était pas les politiques, c'était les combattants. C'est ça. Et donc c'est pas des gens avec qui il est aisé de discuter, de négocier. Et par ailleurs, la désorganisation était encore totale. Donc ça nous a aussi servi, puisque l'équipe à l'ambassade a négocié avec certains, ce qui a permis d'avancer, puisque notamment l'un d'entre eux avait envie de sortir du pays, et donc on a pu négocier comme ça. Mais nous savions aussi que la sécurité du cortège n'était pas assurée sur la totalité de la distance. Du parcours, du parcours. Que deviennent les Afghans qui sont arrivés en France? Il y en a un certain nombre. Alors, vous êtes en contact, vous, avec eux? Comment ça se passe? Je suis en contact avec ceux que je connais le mieux, mais ils ont été accueillis par les services de l'État français. Leur cas a été ou est étudié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ils sont aidés par des ONG qui font ça depuis toujours et qui font ça remarquablement. Et d'ailleurs, vous avez parlé de l'équipe à Kaboul, mais j'ai aussi écrit ce livre pour avoir une occasion de saluer le travail des agents de l'État qui, en France, sur tout le territoire, mais aussi à Abu Dhabi et à Kaboul, ont vraiment montré le meilleur d'eux-mêmes, la force des valeurs républicaines, le dévouement, la débrouillardise. Et je pense à tous ceux qui ont accueilli nos collaborateurs, nos collègues afghans entre mai et juin, en pleine période de Covid,
qui allaient les attendre dans la nuit à l'aéroport et qui se sont exposés et qui les ont accueillis comme si c'était leurs propres collègues. Je voulais aussi les saluer. Oui, mais c'est très juste parce que vous leur rendez vraiment en plus hommage dans le livre à toute cette équipe qui a travaillé. Alors il y a ceux effectivement qui étaient en France, ceux qui étaient avec vous. Quand on lit le livre, on se dit que vous êtes des miraculés. D'une certaine manière, non ? Disons il y a vraiment ce sentiment de danger qu'on ressent vraiment physiquement quand on lit votre livre. On ressent ce danger et ce risque. Quand je dis on se dit que les talibans étaient totalement imprévisibles, c'est que tout pouvait basculer et que vous avez quand même pris des risques physiques importants. Il y a cette partie-là, et puis il y a aussi la menace de Daesh, qui se conclut par cet attentat majeur qui fait quand même 190 morts. L'avant-dernier jour des opérations et qui se passe, le suicide bomber le kamikaze pardon, se fait exploser exactement à l'endroit où toute l'équipe allait tous les jours, toute la journée, chercher les gens à la force des bras, parce que c'était un égout à ciel ouvert. Ils allaient les chercher dans l'égout. Et le fait est que la veille au soir, je les ai réunis pour leur dire: demain, vous n'y allez pas, parce que nous avions des informations qui montraient que le projet terroriste était passé dans sa phase d'exécution. Et je me dis que vraiment, on aurait pu ne pas tous rentrer à la maison. Absolument. C'est comment votre famille vivait ça ? Votre femme, vos enfants ? Alors, très difficilement. Parce que, et c'était vrai pour ma famille, c'était vrai pour toutes les familles des membres de l'équipe. Je me suis rendu compte après, en réalité, que les nuits avaient été difficiles, qu'il y avait eu beaucoup de cauchemars, y compris chez mes enfants. Mais ils ont eu la force de caractère, au fond, de ne pas trop nous montrer leur inquiétude, ce qui nous a permis de travailler presque sereinement. Comment on accepte de devenir ambassadeur en Afghanistan ? Avec joie. Oui. Non, mais j'étais candidat. Vous étiez candidat, oui. Parce que c'est un pays qui m'a toujours intéressé. Oui, donc c'est pas pareil. Oui, non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même ambiance, mais c'est un pays qui m'a toujours fasciné et c'était une situation qui était déjà extrêmement dégradée et je trouve que le métier de diplomate prend encore plus son sens dans ces situations-là. Cela dit, je n'ai pas forcément l'intention de ne vivre que dans des théâtres de guerre. Oui, le prochain poste, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Comment ça se passe justement, concrètement, vous êtes ambassadeur de France en Afghanistan, vous êtes basé en France maintenant, ça peut durer longtemps, je pense que j'arrive au bout, parce que j'ai fait 33 mois à Kaboul, j'ai fait 9 mois à Paris. Je pense qu'il est temps que je laisse la main à quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, j'ai du travail sur la situation politique, sur l'aide humanitaire, sur les évacuations, puisque nous essayons toujours de... On continue d'évacuer des... On continue, mais sauf que il n'y a plus de vols depuis les talibans ont empêché nos vols de reprendre dès fin novembre. Et alors, une dernière question, mais qui est un petit peu compliquée, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice à voir la façon dont on s'occupe de l'Ukraine et moins de l'Afghanistan? C'est-à-dire que c'est pas pour dire, si vous comprenez ma question, c'est vrai qu'on on a fait beaucoup pour l'Ukraine et on a vraiment le sentiment que les Afghans sont quand même oubliés. Je vais vous dire, l'élan de solidarité à partir d'août à l'égard des Afghans, il est incontestable et il est particulièrement louable. Les Afghans ont été accueillis aussi en masse. Ils sont dans toute la France. Ils ont été accueillis dans des petits villages partout en France par des ONG partout. Et donc on ne peut pas dire que la France et les Français n'ont pas montré une très grande solidarité à l'égard des Afghans. Aussi. Il faut lire votre livre, Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. Il faut continuer à parler de l'Afghanistan. C'est un livre bouleversant, saisissant sur ce que vous avez pu vivre et très intéressant sur ce qu'est l'Afghanistan et sur la façon dont Kaboul est tombé. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci David Martinon d'avoir été avec nous. Stéphane nous dit, sacré bonhomme, bravo monsieur l'ambassadeur. Oui, vous avez eu du courage, on peut le dire en lisant ce livre. Merci à vous.